LATAM s'est imposée comme le géant du transport aérien en Amérique latine. Elle transporte plus du double de passagers que son plus proche concurrent et concentre 41% de toute la capacité aérienne en Amérique du Sud. En d'autres termes, près d'un voyageur sur deux dans la région monte à bord d'un avion opéré par LATAM. Peu de compagnies aériennes dans le monde peuvent se vanter d'un tel niveau de domination dans leur région. Tandis que d'autres compagnies comme Indigo en Inde dominent leurs marchés nationaux, LATAM va plus loin. Elle est présente activement et dirige plusieurs marchés à la fois. Son réseau s'étend au Brésil, au Chili, en Équateur, au Pérou et en Colombie. 5 pays qui, ensemble, regroupent 75% de la population sud-américaine. Elle dispose d'une échelle opérationnelle, d'une diversité géographique et d'une structure d'entreprise solide. Tout porte à croire qu'elle a le contrôle total. Mais est-ce vraiment le cas? Car, même si cela semble difficile à croire, de nombreuses choses peuvent mal tourner. Dans cette vidéo, nous allons te raconter l'histoire de comment LATAM, en seulement 13 ans, est passée du statut de compagnie aérienne la plus valorisée au monde à valoir moins que Spirit. Elle s'est ensuite redressée, a presque retrouvé sa valeur maximale, pour tout perdre à nouveau lors d'une crise dévastatrice. Malgré tout, elle est sortie de la faillite et à force d'efforts, est aujourd'hui revenue à une position solide. Son parcours n'a pas été linéaire, ce qui en fait un cas parfait pour comprendre à quel point l'industrie aérienne peut être volatile. Pour comprendre comment tout a commencé, il faut remonter à une fusion historique, l'union de LAN Chile avec TAM Brésil. Il serait difficile de raconter en détail l'histoire des deux compagnies, mais disons simplement qu'elles étaient solides, jouissaient d'une bonne réputation, étaient financièrement saines et leaders dans leurs pays respectifs. Lorsque LATAM est née en 2012, son lancement a été explosif. En termes de capitalisation boursière, elle est devenue la compagnie aérienne la plus valorisée au monde. Elle surpassait des géants comme Delta, United ou Air China. La fusion de LAN Chile et TAM Brésil avait suscité d'énormes attentes. Les analystes y voyaient un coup de maître, deux leaders unissant leurs forces pour construire quelque chose d'encore plus puissant. Valant entre 600 et 700 millions de dollars par an, soit environ un quart de l'EBITDA combiné des deux entreprises avant la fusion. Exagéré? Peut-être. Ambitieux? Sans aucun doute, mais il était logique de penser qu'unir les réseaux, supprimer les routes doublons, négocier de meilleurs contrats et centraliser les opérations pouvait générer de grandes économies. Et pour LAN, la récompense ultime était le Brésil. Le marché aérien brésilien était l'un des plus dynamiques au monde. Être présent dans ce pays semblait une garantie de succès à long terme. Mais le destin en a décidé autrement. Quelques années plus tard, le Brésil est entré dans l'une de ses pires crises économiques. En 2015 et 2016, son PIB a chuté brutalement. Le chômage a doublé et le réal brésilien a perdu 80% de sa valeur face au dollar. Voyager a cessé d'être une priorité pour beaucoup. Et ceux qui continuaient à voler préféraient les compagnies low cost comme GOL ou Azul. LATAM, qui venait d'investir massivement dans ce marché, a perdu 4% de part de marché local. La chute a été brutale. En 2016, ses actions se sont effondrées de 80%. Le choc a été si fort que l'entreprise a dû repenser tout son modèle. Elle a réduit ses opérations au Brésil, ajusté sa flotte et adopté une stratégie plus efficace et à moindre coût pour les vols régionaux. Elle s'est débarrassée d'avions anciens et coûteux, comme les Q400, A330 et A340, et les a remplacés par des modèles plus modernes et efficients, comme le 780-7, l'A350 et l'A320 Neo. Dans les années suivantes, cette stratégie a porté ses fruits. Les marges se sont améliorées et la dette a diminué. Mais en 2019, avec le vent à nouveau favorable, LATAM a recommencé à investir. Elle a commencé à s'engager dans de nouvelles commandes d'avions. Comme beaucoup d'autres compagnies aériennes, elle ne payait pas en liquide, ce qui ouvrait une nouvelle fenêtre de risque. LATAM évitait autrefois les achats directs d'avions. Au lieu de débourser d'importantes sommes d'argent à l'avance, elle préférait louer ses appareils. Cela lui offrait deux avantages, moins de pression sur son capital et plus de flexibilité pour adapter sa flotte à la demande du marché. En théorie, c'était une stratégie intelligente. Mais en pratique, son système de leasing est devenu extrêmement complexe. Fin 2019, LATAM exploitait 331 avions. Parmi eux, 303 n'étaient notés pas en propriété, mais loués. Et il ne s'agissait pas d'un seul type de contrat. Il y avait de tout. Certains étaient dans des contrats de crédit-bail financier, d'autres des contrats de location opérationnelle. Certains avaient une finalité fiscale, et d'autres servaient de garantie pour des prêts. En plus, ces contrats étaient répartis entre des banques, des sociétés de leasing et même des gouvernements. Dans certains cas, c'était comme si LATAM louait une maison sans intention de l'acheter. Dans d'autres, le contrat ressemblait plutôt à une hypothèque, avec l'objectif d'acquérir l'avion à terme. Cette distinction n'est pas seulement juridique ou comptable. Elle a un impact majeur sur la manière d'interpréter la dette de l'entreprise. Jusqu'en 2019, de nombreuses compagnies aériennes, y compris LATAM,
pouvaient gérer ces différences de manière assez ambiguë. Certaines dettes n'apparaissaient même pas dans leur bilan, ce qui faisait croire qu'elles devaient moins qu'en réalité. Mais tout a changé lorsque LATAM a adopté la norme comptable IFRS 16. Ce nouveau cadre est plus rigoureux et exige que les contrats de location soient enregistrés de manière beaucoup plus transparente. En conséquence, LATAM a intégré près de 3 milliards de dollars de contrats de location dans son bilan. Cela dit, au moment même où ces passifs apparaissaient, des actifs équivalents étaient également reconnus, car ces avions, bien qu'ils ne soient pas la propriété de LATAM, continuaient de générer des revenus et de la valeur pour l'activité. Tout cet équilibre s'est effondré avec l'éclatement de la crise du Covid. Les avions sont restés cloués au sol, mais les obligations liées aux contrats de location, elles, n'ont pas disparu. LATAM devait continuer à payer pour une flotte qu'elle ne pouvait pas utiliser. Prenons maintenant un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble. Avant le choc, LATAM avait une dette d'environ 10,4 milliards de dollars et un ratio d'endettement de 4 fois. Élevé, certes, mais rien de scandaleux. À titre de comparaison, Avianca était bien plus endettée à ce moment-là. À l'arrivée de la crise, LATAM a réagi rapidement. Elle a réduit sa capacité de manière agressive et a réussi à maintenir un flux de trésorerie opérationnel positif durant la première moitié de l'année. Mais un problème plus profond subsistait. Les dépenses non opérationnelles, les dettes financières et les paiements de location commençaient à saigner les comptes. À la mi-2020, LATAM disposait encore de 1,4 milliard de dollars en liquidité, mais avait déjà brûlé 600 millions depuis janvier. Le PDG, Roberto Alvo, estimait que, même en opérant au strict minimum, l'entreprise aurait besoin d'environ 3,4 milliards, juste pour survivre aux 18 mois suivants. Des alternatives ont été envisagées. Négocier avec les créanciers, restructurer les contrats, reporter les paiements, voire convertir une partie de la dette en actions. Mais tout indiquait que cela ne suffirait pas. Et contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis ou en Europe, il n'y a pas eu de grand plan de sauvetage étatique en Amérique du Sud. Les compagnies aériennes étaient livrées à elles-mêmes. LATAM a donc dû faire face à une décision critique, continuer à brûler du cash et risquer une faillite totale, ou chercher une protection juridique. Ils ont choisi la seconde option. LATAM s'est déclaré en faillite. Mais curieusement, pas au Chili, son pays d'origine, mais aux États-Unis. La raison était simple, sa structure était trop complexe et dispersée pour un processus local. Il leur fallait une juridiction permettant une réorganisation à grande échelle. Durant cette étape critique, LATAM a dû faire face à une réalité brutale. Pour survivre, elle devait se transformer temporairement en une compagnie plus agile et de plus petite taille. Cela a impliqué des décisions difficiles, comme le licenciement d'environ 13 000 employés, la réduction de sa flotte opérationnelle, la renégociation de contrats avec divers fournisseurs et la mise en place d'un processus de numérisation pour automatiser de nombreux services aéroportuaires. Vers la mi-2022, ces mesures ont commencé à porter leurs fruits. LATAM est parvenue à réduire ses coûts d'environ 900 millions de dollars. De plus, la demande de vol montrait déjà une nette reprise. Elle opérait à 73% de sa capacité habituelle d'avant la crise. Et les coûts par siège mile disponibles avaient considérablement baissé. Tout laissait penser qu'elle était prête à voler de ses propres ailes. Et c'est exactement ce qui s'est produit en novembre 2022. LATAM a réussi à réduire sa dette brute de 35% par rapport au niveau d'avant la pandémie, la ramenant à 6,8 milliards de dollars. LATAM a clôturé son processus de restructuration avec une position de liquidité solide, atteignant 2,2 milliards de dollars en liquidité disponible. Elle a également adopté un nouvel engagement stratégique. Maintenir en permanence au moins 20% de ses revenus annuels sous forme de liquidité, comme mesure de stabilité à long terme. Alors, qu'en est-il des coûteux contrats de location d'avions ? C'était justement l'un des principaux axes de la restructuration. LATAM a réussi à réduire de 3,7 milliards de dollars, soit 50%, sa dette liée à la flotte depuis 2019. Comment y est-elle parvenue ? Grâce à une combinaison de paiements sur les contrats de crédit-bail financier et la conversion de nombreux autres en contrats de location opérationnelle, beaucoup plus flexibles. En 2023, un an après sa restructuration, LATAM avait considérablement réduit sa dépendance aux contrats de leasing financier. Seulement 53 avions étaient encore sous ce régime. En revanche, elle possédait désormais pleinement 87 avions et 160 étaient en location opérationnelle. Cette nouvelle architecture offrait à la compagnie aérienne un contrôle et une flexibilité sans précédent. Imaginons cela avec une analogie immobilière. LATAM possédait désormais le titre de propriété de plus de maisons qu'auparavant, avait remboursé l'hypothèque d'une partie importante, et d'autres biens étaient loués avec des contrats plus avantageux. Ce nouveau modèle évitait à l'entreprise de devoir payer pour des actifs qu'elle ne pouvait pas utiliser efficacement. Bien sûr, cette transformation a exigé des sacrifices.
Pendant le processus, LATAM a levé plus de 10 milliards de dollars, diluant ainsi la participation des anciens actionnaires. Prenons le cas de Delta. Avant la restructuration, elle détenait 20% de LATAM grâce à un investissement de 1,9 milliard de dollars. Après, sa participation est tombée à 10% et la valeur de son investissement a chuté à seulement 400 millions de dollars. Et pourtant, Delta ne s'est pas retirée. Au contraire, elle a doublé sa mise. Non seulement elle a continué à injecter du capital, mais elle a aussi formé une alliance stratégique avec LATAM pour mieux connecter les États-Unis et l'Amérique du Sud. Cette collaboration a permis d'augmenter de 75% la capacité entre les deux continents, ouvrant de nouvelles routes, comme Miami vers le cône sud, et renforçant d'autres existantes, comme Atlanta-Bogota. Aujourd'hui, cette alliance Delta-LATAM domine le marché aérien entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, représentant 37% du total des passagers transportés. Et même si l'investissement initial de Delta semble avoir perdu de la valeur sur le papier, son pari répond à une logique claire, assurer une présence dans un marché au potentiel de croissance gigantesque. Voyons les choses ainsi. Si le Brésil atteignait le nombre de vols par habitant du Mexique, qui est déjà bien en dessous de la moyenne américaine, il faudrait 54 millions de sièges supplémentaires par an. Quand cela arrivera-t-il? Difficile à dire. Mais tout semble indiquer que cette vague est déjà en train de se former. LATAM a clôturé l'année 2024 avec des chiffres historiques. 82 millions de passagers transportés, des revenus records, des marges opérationnelles solides et une rentabilité sans précédent. L'entreprise est parvenue à équilibrer le remboursement de sa dette avec des investissements ciblés sur l'amélioration de l'expérience passager, tout en maintenant un flux de trésorerie positif année après année. Au final, il semble que LATAM ait trouvé une formule simple mais efficace pour dominer le marché sud-américain. Et le plus étonnant, c'est que ça fonctionne. En ce qui concerne ses actifs, LATAM a développé un réseau de flotte hautement dynamique. Ces avions, notamment ceux à long rayon d'action comme le Boeing 787, peuvent être réaffectés entre différentes villes en fonction de la demande. Par exemple, j'ai pris un vol du Brésil vers Orlando à bord d'un 787 immatriculé au Chili. Ce même appareil opère sur des routes depuis des villes comme São Paulo, Santiago et Lima, et est parfois utilisé pour des vols régionaux courts, comme Santiago-Lima ou Santiago-São Paulo. Non seulement pour des raisons de repositionnement stratégique, mais aussi pour offrir aux passagers l'expérience de voyager sur un avion gros porteur, même sur des trajets courts. En juillet de l'année dernière, LATAM est retourné à la bourse de New York et ses actions ont augmenté de manière impressionnante de 22% au cours des 12 derniers mois. Seul United, parmi les compagnies aériennes américaines, a affiché une performance supérieure. Et si l'on compare avec son concurrent régional coté, Azul, la différence est encore plus marquée. Azul a vu la valeur de ses actions chuter de 70%. Curieux, c'est qu'il y a à peine 3 ans, Azul avait tenté de racheter LATAM. Aujourd'hui, elle aurait de la chance si elle pouvait acquérir une participation minoritaire. L'équilibre des pouvoirs a complètement changé. LATAM en est sortie renforcée et, tout porte à croire, poursuivra son expansion en tant que leader en Amérique du Sud. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus. À très bientôt.